What a pleasure to see so many people here. The room is full. Honorable President, ladies and gentlemen, representatives at the Assembly of French Polynesia, members of Tahiti Tourism, Ms. Chairwoman of Tahiti Tourism Board, representatives of Tahiti Tourism outside of French Polynesia, ladies and gentlemen, Yorana and Kungifacho to all of you. This conference marks the beginning of a series of major events that are concentrated within a few days. On Wednesday, 87 tour operators coming out from various markets while meeting with several tourist service providers at the Presidential Palace, and then there will be another event, and eventually tourist service providers from all the five coming from the five archipelagos, French Polynesia, will come and discuss about redesigning the plans, and then we go on for a vacation. So we will today look at the summary of the activities of Tahiti tourism. We'll look at some of the figures and what is also happening in the markets. So it's a very classic schedule for today and program. And then we will have a break. And then we will discuss about sustainable tourism. We have invited to do so Dr. David Ehrman, who's one of the trainers in the global tourism. He will tell us more about that workshop in a workshop format. In the afternoon, there will be some meetings with some international tourism representatives, and I thank them for being here. Each representative will have half an hour to present their main actions and the trends in their own markets, and especially to exchange with you. And this will be done in classrooms, and you will be able to go through the entrance of this high school. And for some of you, it will remind probably some memories. Now, I give the floor to our chairwoman, Maëlie Faugera, for the official opening of this conference. Thank you. So, Maëlie Faugera, chairwoman of the World Tahiti Tourism Board. Hello to everyone. Honorable President and Honorable Minister of Tourism, thank you very much for being here with us. Thank you, Honorable Minister of Culture, to be present as well. This is so much to have you here. It means a lot. The representatives of tourism, dear ladies and gentlemen, administrators, dear Jean-Marc, I'm up on some sort of stool, or I'll take this away. Thank you. Otherwise, I will fall. Ladies, directors, and all members, representatives, partners, stakeholders, and teams, and managers, and representatives of tourist committees, and you who are actors, key players of tourism. Manava Yorana and Manava to all of you. Hopefully I didn't forget anyone here. The presence of everyone here counts and means a lot. There are a few seats they're still open, so it's a bit sad to see you all standing there. If you want, you could have a seat. 22 has been a year that was unhoped, because we had a bigger
results, bigger outcome. And this is not really, this hasn't happened by chance. It's because of what you built over the years. We have more credibility in the markets. Before the crisis, networks were quite satisfied with the cooperation with all of us, whether would it be for welcoming visitors and the service provided to them. So during the crisis, we have shown lots of adaptability by opening our borders earlier than the competitions. And we really took care doing that while maintaining a careful monitoring of the situation with the visitors' health situations. We have gained the trust from our partners as well. The results have shown that our discipline and our winning behavior and attitude led us to win more markets and to have a development that is higher. This trust that we earned could be summarized with the 3C rules. Cohesion, first of all. It's indispensable by focusing our energy into what gathers us together. Then comes coherence, to develop a strategy of tourism that we have defined and chosen together. And finally, continuity, to maintain that dynamism that has been started at least 5 years ago, and that is giving us energy to continue in those sectors. Let us pursue this ability of ours to implement the great decisions, internationally speaking, but also locally, while being attached to this cooperation. We are all tied up together in order to offer our visitors a quality service and a service of quality. And our destination, as you all know, is unique. It's our environment, it's about our culture, it's about our warm welcome, and this welcome that is so much appreciated by everyone. Most of the stakeholders of actors, this represents a family. We all depend on each other, and our efficiency relies on this common strength of ours. Within Tahiti tourism, these principles are ours. It's with seriousness and professionalism that we're working on promoting our destinations. And I want to guarantee to all of you the acknowledgement and acknowledge all the work, fantastic work that you have been doing and what you've been performing in the past, but also in these upcoming years. This is quite recognized by all of us, and it's exceptional and quite essential for our country. Just be proud. Bravo to all of you. I commend you all. And Faitoito, haere mua, meaning have strength, be courageous, and move forward in Tahitian. If now I would like to invite our president, Honorable President of French Polynesia, Edward Fritsch. Thank you to say a few words. C'est pas mal cette musique d'accueil, hein? Monsieur le ministre de la Culture, de l'Environnement, ministre des Océans et des sites classés, nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui. Il y a un mariage important à organiser là, hein, entre les deux ministères, la culture, l'environnement. Madame la Présidente de Tahiti Tourisme, Monsieur le Président,
Monsieur le directeur de Tahiti Tourisme, monsieur le chef du service du tourisme, mesdames et messieurs les représentants de Tahiti Tourisme à l'étranger, mesdames et messieurs les professionnels du tourisme, mes très chers amis, Yorana. Bonjour à tous. Et comme la tradition le veut, puisque bon, on est encore à la fin du mois de janvier et au début de l'année de la carpe ou du lapin, je ne sais plus quoi. Mais en tous les cas, Konhi Fatchoy et bonne année à tous, beaucoup de prospérité pour notre tourisme. Je ne le dis pas pour les Néo-Zélandais qui sont un petit peu embêtés avec le lapin d'eau. Mais enfin voilà. En tous les cas, bien sûr que j'ai envie de vous souhaiter une année 2023 pleine de succès, comme celle que nous venons de passer. C'est vrai que à la surprise de tous nos observateurs, l'année 2022 a été une année de succès pour le tourisme, alors qu'on nous prévoyait une petite catastrophe économique. Le temps pour la Polynésie de se redresser, donc 2022 devait être une année un peu plus compliquée que celle que nous avons eue. Alors en fait, j'ai envie de vous dire bonjour les champions. Vous avez été bons. Vous avez été bons. Vraiment, et le ministre du Tourisme n'a rien à voir là-dedans. Hein. Je vous assure que c'est grâce à vous, grâce à nos professionnels, bien sûr, mais grâce au travail que vous avez fourni. Hein. Votre présidente parlait de ce formidable travail. Et je voudrais que vous sachiez que nous reconnaissons effectivement que vous avez fait un formidable travail et que ce succès, effectivement, dépendra aussi de la dépendance et de l'interdépendance qu'il y a entre les différentes sections de ce grand secteur que représente le tourisme. Alors, merci et félicitations à tous et à toutes pour le travail qui a été fait et je vous dis bravo. Bravo, vraiment. Vous avez été au rendez-vous de la reprise, de la relance, après des années Covid qui ont été compliquées, difficiles pour nous tous. Vous avez été sur le pont. Vous avez été sur le pont pour réussir le redémarrage à plein régime de notre industrie du tourisme, où nous pouvons compter près de 220 000, 218 me dit-on, touristes sur l'année 2022, soit 92% de la fréquentation de 2019, et ce, malgré les contrariétés de l'activité avec le variant Omicron et le redémarrage timide des croisières et l'ouverture récente des marchés du Pacifique et du Japon. Donc, bravo encore à tous et vraiment, je veux vous dire toute ma reconnaissance pour votre contribution au succès de ce secteur pendant l'année 2022. Et je pense que vous pouvez vous applaudir. Ne m'applaudissez pas, c'est vous qui vous applaudissez maintenant. Je veux que vous en soyez conscients, vous toutes et vous tous, au siège de Tahiti Tourisme, dans les représentations, sur les marchés, dans nos entreprises, les plus grandes comme les plus petites, vous avez fait un travail remarquable. Je veux aussi y associer nos équipes publiques de tourisme au sein du service du tourisme. Tous ensemble, nous avons surmonté le défi de la relance. Pour notre pays, pour nos archipels, pour notre population, ce que vous avez accompli est important. Dites-le à vos équipes, félicitez-les, encouragez-les. Leur engagement est précieux pour notre pays, pour l'économie de la Polynésie, pour l'économie de toutes nos îles touristiques. Ils peuvent être fiers, parce que je sais que derrière vous, il y a aussi toutes ces mains qui viennent contribuer à la réussite de votre mission. Et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, il va falloir continuer à fournir des efforts et à les cibler davantage, à choisir au mieux ce que nous voulons et le chemin que nous empruntons. Nous devons choisir. C'est nous qui ferons le choix de ce que nous voulons pour l'avenir et surtout choisir le chemin. Au vu de ces derniers mois, de ces dernières années, je dois vous dire que je reste confiant. Néanmoins, nous restons dans une période d'incertitudes diverses.
la santé économique de nos différents marchés, de nos principaux marchés, est un motif de préoccupation. Si la récession frappe durement, nous serons donc impactés. Nous serons impactés. C'est indéniable. Les effets ne seront pas immédiats. Il y aura probablement un léger décalage sur la fin de l'année et l'année suivante. Il faut donc pouvoir d'abord continuer à soutenir les marchés principaux, les stimuler au mieux et trouver en leur sein des réserves de visiteurs mieux armés face à la crise. C'est le sens de nos accords aériens internationaux qui ciblent à la fois de nouvelles villes d'origine, de nouveaux réseaux, de nouvelles réserves de miles de grands voyageurs, une interconnexion plus large. C'est cet élargissement et cette diversification qui nous permettront de compenser en bonne partie, si nous nous y sommes bien préparés, les soubresauts prévisibles de ces marchés. L'illustration de l'arrivée de Delta sur le marché polynésien, c'est vrai que c'est pour un moment court, un temps limité, a été une illustration de ce qui peut se passer lorsqu'on donne l'impression de vouloir perturber un marché, alors qu'en fait, en expliquant mieux, on se rend compte, et on s'est bien rendu compte sur les taux de remplissage de nos hôtels, que l'arrivée de Delta a fait beaucoup de bien. Donc effectivement, ce sont des décisions que nous prenons pas seuls. Je tiens à ce que effectivement nos collaborateurs et le GIE comme le service de tourisme soient associés à ce type. Mais il faut oser. À mon avis, je crois qu'il faut oser, sinon effectivement on risque d'être un petit peu dépassé par l'avenir. L'autre alternative que nous avons, c'est de voir remonter les flux additionnels de nos marchés secondaires. Je sais que sur l'Europe, les difficultés sont multiples et le seront encore sans doute pour 2 ou 3 ans au moins. Je l'espère moins, bien sûr, mais enfin, c'est ce qu'on nous prédit. Sur l'Amérique du Sud, même si le potentiel existe, si nous travaillons à retrouver une ligne directe avec cette partie du continent, ce sera encore délicat pour cette année et la suivante. Bien que dans les relations diplomatiques entre la France et l'Amérique du Sud, et le Chili en particulier, sont actuellement en cours des discussions sur des opérations communes sur le câble qui doit partir de Valparaiso et mourir sur Tahiti, et qui est un projet dont est accroché aujourd'hui le Chili. Et si nous réussissons, si la chance est avec nous, et si nous réussissons à faire opter ce trajet de la fibre optique, je pense que les échanges avec l'Amérique du Sud vont se développer beaucoup plus tôt que prévu. Car avec ce genre d'accords diplomatiques peuvent venir des accords économiques qui peuvent nous faciliter les échanges. Les acteurs que vous êtes, malgré différentes tentatives et de multiples efforts tout au long de la décennie précédente, témoignent que pour l'Asie du Sud-Est, encore en sortie de crise, nous ne pouvons escompter de résultats significatifs rapides en 2023. Je le déplore, bien sûr, mais cela semble inévitable. Nous devons éviter, et surtout, nous devons veiller plutôt à réussir la réouverture du marché japonais aussi rapidement que possible, et je compte sur votre mobilisation en ce sens, malgré les obstacles. Ce marché n'est pas... Aujourd'hui, je vous parle de l'ouverture de ce marché, mais je crois que les discussions continuent sur la desserte du Japon avec Air Tahiti Nui, car vous savez que c'est une destination qui a coûté beaucoup d'argent, je vous le dis crûment, mais c'est ça, beaucoup d'argent à notre compagnie. Donc il faudrait effectivement que l'étude de marché derrière soit bien construite. Mais au regard de ces constats, je souhaite donc vous inviter à stimuler particulièrement cette année nos réseaux et nos potentiels sur le marché océanien. Et je veux parler donc de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie en particulier, pour participer au rattrapage nécessaire face aux déboires des marchés européens notamment. Nous avons là, parlant de ce marché, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, nous avons là une réserve de plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Nous devons avoir cette vision stratégique de diversifier nos flux
et d'aller capter ces nouvelles clientèles. Je sais que vous partagez ces objectifs. Mais ils vont probablement se révéler décisifs pour la fin de cette année et pour la suivante. Je veux rappeler ici que les accords qui ont été passés entre les îles Cook et la Polynésie française ont été demandés par les îles Cook, car effectivement, ils ont un potentiel client qui souhaiterait étendre le réseau de visites qu'ils ont sur les îles Cook, et en particulier vers Tahiti. Donc c'est un marché qu'il faudra que l'on capte, parce que effectivement, je crois que les choses évoluent et ce marché peut être intéressant pour nous. Mais dans un autre registre, en parlant de stratégie, vous le savez, nous avons officialisé en fin d'année notre feuille de route Farida Manihini 2027, FM 2027, Tahiti Tourisme a été un des acteurs, des animateurs, et je voudrais vous remercier. Lorsqu'on parle de Farida Manihini, ce n'est pas un projet du gouvernement, c'est votre projet, c'est notre projet à tous, et auquel ont participé tous les acteurs pratiquement du tourisme polynésien, et qui se sont beaucoup investis pour arriver à boucler ce projet. Donc Tahiti Tourisme a diffusé dans ses réseaux le document de référence en français et en anglais. Vous êtes en première ligne de la mise en œuvre de ce plan d'action et pour la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés. Un grand nombre d'entre vous ont participé activement à rédiger ce document. Nous avons ainsi validé une volonté forte de parvenir à une transition importante de notre modèle touristique pour devenir une destination inclusive et durable de référence. Notre rapport à l'industrie doit donc évoluer. Nos ambitions écotouristiques doivent s'accentuer dans la création, la promotion et la vente des produits sur mesure. Nous devons encourager collectivement tous les acteurs qui s'inscrivent dans cette démarche. Nous devons également mieux tenir compte des impacts de nos activités et de leur perception pour les populations de nos îles. Nous pourrons développer ce secteur, le secteur touristique, que si nos populations adhèrent à nos projets, aux projets touristiques. Nous devons donc bien faire les choses et bien les expliquer. La communication a une place importante dans ce que nous ferons dans les mois à venir. C'est la responsabilité des dirigeants du pays, c'est notre responsabilité, mais c'est aussi la vôtre. C'est votre responsabilité à chacune et chacun d'entre vous. Nous devons être unis sur ces questions. J'apprécie les 3C. C'est bien. J'aurais dû y penser plus tôt pour ma formation politique. C'est bien. La cohérence, la cohésion, c'est important. Il faut que nous marchions tous ensemble. Vous avez remarqué que depuis que j'ai repris le tourisme, j'ai souhaité, je vous le dis pour la première fois, que la politique s'efface un petit peu devant le travail important et la bonne volonté des acteurs du tourisme. Je crois qu'effectivement, pour qu'on paraisse cohérent, il faut que quelqu'un fasse l'effort. Et c'est ce que nous avons réussi à faire, je crois, pendant cette année 2022. Enfin, sans revenir en détail sur FM 27, dont je suis sûr vous êtes imprégnés et dont vous êtes totalement imprégnés, les emplois du tourisme en Polynésie doivent être ouverts largement aux Polynésiens, avec des perspectives d'évolution, une carrière stimulante pour les plus engagés, des salaires convenables, une prise en compte sociale exemplaire. Il faudra que l'on tienne compte aussi de ce volet social. Vous constituez tous ensemble notre industrie et notre première ressource. Grâce à vous déjà, notre population bénéficie directement de votre dynamisme. Et j'ai envie de dire, je vais aller au-delà, grâce à votre dynamisme, vous avez fait renaître l'espoir dans nos populations qu'effectivement nous pouvons nous attendre à des lendemains meilleurs, que ce soit ici que dans les îles. Mais nous devons aller encore plus loin. Nous devons aller plus loin et être encore plus rigoureux, plus méthodiques et exigeants envers nous-mêmes
en matière surtout de formation, d'émulation et de progression, d'accès aux postes de responsabilité, etc. Voilà. Je crois avoir fait le tour des points principaux. Je souhaite vous remercier à nouveau et vous féliciter. Vous alerter sur l'évolution des marchés et les orientations qu'il nous faut prendre. Et vous redire combien la transition volontaire et déterminée de notre modèle nous tient tous à cœur. Nous devons évoluer. Je sais que vous avez à présent 2 jours de travaux intenses, avec de nombreux chiffres, avec les réalités du business, avec le poids de toutes ces responsabilités sur vos différentes équipes, avec vos réseaux à conforter, à élargir. Vous formez tous ensemble, comme vient de le dire notre présidente, une famille essentielle à notre pays, une famille essentielle à son développement. Pour conclure, je veux donc vous encourager. Fai tutto, Merma. Fai tutto. Nous sommes à vos côtés. La Polynésie française est à vos côtés. Nous le sommes de manière stable. Nous le sommes de manière continue depuis 2015 et nous le serons encore les prochaines années. Donc, merci à tous. Merci. Puis j'ai une petite pensée à tous les ministres du tourisme qui m'ont précédé parce qu'effectivement, c'est un travail d'équipe, c'est un travail dans le temps. Et comme l'a rappelé notre présidente, c'est ce que vous avez fait qui a fait qu'en 2022, nous avons pu nous relever rapidement. Bon séminaire à tous. Merci beaucoup, Président, pour ce message qui va nous inspirer pour les prochains mois. Et j'en profite pour remercier le soutien du cabinet et le service du tourisme avec qui nous travaillons au quotidien en super collaboration. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant, sans plus attendre, si je peux récupérer mon... de passer au bilan très rapide de 2022, ce qui est pour vous remettre un petit peu dans le contexte. Donc, on se retrouve dans une année 2022 où le premier trimestre était toujours très affecté par notre fameux virus Omicron. À partir du mois de mai, on a eu les débuts des formalités sanitaires qui ont commencé à s'alléger. Et à partir du mois d'août, donc c'est là où plus aucune formalité sanitaire n'était exigée pour venir en Polynésie française. Pendant ce temps-là, les aériens ont repris leur fréquence et ont même augmenté leur fréquence considérablement. Et nous avons vu au mois d'octobre le lancement de la ligne sur Seattle avec Air Tahiti Nui et l'arrivée d'un nouveau venu en décembre avec Delta. En termes d'accessibilité des marchés qui sont restés fermés, fermés ou inaccessibles toute l'année, c'est évidemment l'Asie avec la Chine, la Corée et le Japon, ainsi que toute l'Amérique du Sud, malheureusement. Se sont ouverts au cours de l'année 2022 l'Italie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, à partir du mois de mai. Et enfin, sont restés accessibles nos marchés principaux, donc, qui sont la France, les États-Unis, l'Amérique du Nord en général et l'Europe. On va le voir dans un instant avec Julien, mais nous devrions atteindre les chiffres de 218 000 touristes à la fin 2022, ce qui est un chiffre vraiment inespéré quand on pense au début d'année. Et ce n'est qu'à peine 8% de moins que notre année record de 236 600 touristes. Les excursionnistes, après être réduits à néant, remontent petit à petit à 23 000 touristes. Au niveau des croisières, nous étions à 45 000 en 2019 et on est tombé à 12 000 en 2020-2021 et nous retrouvons des couleurs avec 2022 avec 42 000 touristes. En termes de répartition des marchés, on se retrouve toujours dans une situation inhabituelle, on va dire, avec 80% de nos touristes qui proviennent de 2 marchés, essentiellement donc l'Amérique du Nord et la France, avec, on l'a évoqué un instant, l'Europe qui reste en repli
qui a du mal à reprendre. Le Pacifique qui reprend un petit peu des couleurs depuis le deuxième semestre. Et évidemment, les autres marchés, y compris l'Asie, qui sont complètement en retrait. Je passe les champs d'action de Tahiti Tourisme que vous connaissez tous. En termes de bureau de représentation, pas de changement en Amérique du Nord, en Australie-Nouvelle-Zélande, en Italie, en Chine et en Grande-Bretagne. Nous avons un nouveau chargé de compte, Eugene, qui est là avec nous aujourd'hui. Au niveau du Japon, donc, comme vous le savez, il y a eu un appel d'offres l'année précédente et depuis janvier, donc c'est Aviareps Japon qui a repris le flambeau. Donc, bienvenue à Stéphane. En France-Belgique, nous avons fait un appel d'offres et c'est Aviareps France, sans surprise, qui a remporté le marché. Donc, félicitations à Aviareps pour avoir gardé ce portefeuille. Et enfin, en Allemagne, on a donc là, par contre, un changement depuis le 1er janvier avec Dorothee Horn, qui vient, dont la société est Global Communication Expert, donc à nouveau venu parmi nous. Et on te souhaite la bienvenue, Dorothée. Au niveau de nos engagements financiers, donc on avait 1,1 milliard l'année dernière, ce qui est le chiffre que nous avons plus ou moins depuis 3 ans. Nous avons une répartition de cet engagement financier relativement classique, avec une majorité engagée dans les campagnes de notoriété. Les campagnes de vente ont été un peu plus importantes cette année, puisque, en particulier avec le soutien que nous avons fait sur l'ouverture de Seattle, donc ça a un petit peu donné plus d'importance à cette catégorie. Mais sinon, le reste, c'est-à-dire les relations avec le réseau de distribution, les relations médias, les salons, le digital, les segments de marché, le matériel promotionnel, le soutien événementiel et les études, ainsi que les coopérations régionales ont été, on va dire, engagés d'une manière classique. Quelques exemples de campagnes de notoriété. La principale, c'était Field Treasure, qui a touché 35 millions de personnes à l'international. La campagne Plongée, qui a touché 3,5 millions de personnes. Et la campagne sur les pensions de famille, qui a touché près de 3 millions de personnes, essentiellement en France, en Italie et au Canada. Je parlais des campagnes de vente. Donc la principale, ça a été celle de Seattle, avec 13,5 millions d'impressions et 155 000 personnes touchées. Évidemment, au niveau des relations avec les réseaux de distribution, nous avons fait venir 13 voyages de familiarisation avec 72 professionnels du voyage et formé plus de 11 800 professionnels à travers des workshops sur tous nos marchés. Nous avons évidemment fait pas mal de déplacements. Vous voyez Paris avec le rendez-vous et Tahiti et ses îles à gauche. Ensuite, nous sommes allés en Allemagne pour un roadshow, ainsi qu'en Espagne et en Australie-Nouvelle-Zélande pour relancer les marchés australiens et néo-zélandais. En termes de relations médias, on est toujours très présent dans les médias, puisqu'on a eu 1700 couvertures médiatiques sur nos marchés, avec des contre-valeurs publicitaires qui sont assez astronomiques, 97 voyages de presse, 41 assistances médiatiques, 32 influenceurs sont venus. Donc on est toujours très, très sollicité et par de très beaux médias. Les salons, nous avons fait une 50aine de salons consommateurs avec près de 14 000 personnes renseignées et 7 salons professionnels avec 3 000 personnes rencontrées. En termes de digital, c'est l'année où nous avons lancé le site internet de l'Office du tourisme, qui est maintenant un best-seller, puisque les touristes qui arrivent sur le territoire maintenant ont accès à tout ce qui est à toutes les informations très pratico-pratiques lorsqu'ils arrivent en Polynésie. Mais c'est aussi un site qui a beaucoup de succès avec les locaux, les résidents, puisque vous avez tous les événements actuels et à venir donc, que les résidents peuvent programmer. Et vous avez aussi toute la liste des bons plans. Et le deuxième site web qui a été créé, c'est celui le vôtre, en fait, le site web des professionnels, où vous pouvez trouver toutes les informations dont vous avez besoin. C'était l'année aussi, en termes de digital, où nous avons fait une refonte de la base de données de Tahiti Tourisme. Il faut savoir que nous avions plusieurs, voire de très nombreuses bases de données qui étaient attachées aux différentes plateformes, différents outils digitaux que nous avions.
Donc on a réussi à faire une centralisation de toutes ces données avec Happyday, et ça nous permet de faire une optimisation de cette base de données pour une meilleure visibilité des prestataires touristiques. Je vous rappelle qu'on est à 1600 prestataires référencés en Polynésie et 232 points d'intérêt qui sont donc mis à jour en permanence. Et d'ailleurs, les prestataires en question que vous êtes, vous pouvez maintenant mettre à jour vos informations en temps réel grâce à Happyday. Sur les segments de marché ou marché niche, nous avons touché en particulier les pensions l'année dernière et le diving, donc avec une grosse campagne sur le diving. Et nous avons commencé à faire des audits et des analyses sur les marchés niches des LGBT et du charter nautique. Et ce sera cette année donc, où on verra des campagnes qui sont actuellement en train d'être réalisées. Nous avons évidemment réalisé aussi de nombreux vidéos thématiques qui sont ajoutées à notre plateforme de formation en ligne. Et nous continuons à soutenir une quinzaine d'événements à l'année qui ont, on va dire, vocation à faire rayonner la Polynésie à l'international, en particulier des événements sportifs et culturels. Nous faisons partie d'un certain nombre d'associations, en particulier Atout France, avec qui, comme vous le savez, nous avons 3 ans de contrat de destination, un soutien très important que nous avons avec Atout France. Nous travaillons étroitement avec Southern Pacific Tourism Organization, SPTO, avec qui nous travaillons notamment sur un plan d'action sur le tourisme durable. Nouvellement membre de GSTC, donc le Comité mondial du tourisme durable, dont on fait partie maintenant et on s'est tous fait former, et c'est pour ça qu'on a fait venir David pour vous en dire plus aujourd'hui. Nous avons évidemment, faisons partie des associations de croisiéristes et de super yachts, ainsi que PATA. En termes d'investissement local, on a engagé 131 millions localement pour 41% sur l'accueil et l'animation, 30% sur la sensibilisation à l'importance du tourisme, 24% sur le développement touristique d'intérieur et 5% sur les comités du tourisme. Nous avons accueilli 49 000 visiteurs sur les 4 bureaux d'information de Tahiti et de Raiatea, ainsi qu'accueilli, grâce au comité du tourisme, près de 800 escales, des passagers qui sont descendus de 800 escales, ainsi que 25 accueils VIP à l'aéroport. Nous continuons à organiser des animations du type terré, une douzaine par an, qui sont toujours très populaire, puisqu'il faut s'y prendre assez à l'avance pour trouver une place. D'ailleurs, on a fait en sorte que les concierges des hôtels puissent disposer d'un certain nombre de billets pour qu'on s'assure que les touristes puissent y participer. Sensibilisation, nous avons fait une quinzaine d'épisodes de l'émission Yarana, qui a été diffusée sur Polynésie Première et TNTV tout au long de l'année. Et évidemment le Salon du tourisme de l'année dernière. C'est quand même la première année où on a réussi à faire 2 salons du tourisme en présentiel depuis 3 ans. Et comme vous le savez, celui de septembre a été un petit peu décalé puisque les hôtels, les hébergements étaient assez pleins. Et donc on l'a décalé à début octobre. Et d'ailleurs ça se voit dans les chiffres, on a fait un petit peu moins de billets d'avion. Et enfin, le dispositif TTTIA qui s'est démontré encore une fois très productif puisqu'on a engagé 80 millions de coupons en 2022 et au faveur de 7500 voyageurs. 291 prestataires touristiques sont inscrits et je vous rappelle que quand on dépense 100 francs de coupons pour obtenir un coupon TTTIA, on dépense environ 500 francs de chiffre d'affaires qui est généré auprès des prestataires touristiques. Donc un dispositif qui est vraiment important et qui a été renouvelé, je vous confirme, cette année, en tout cas pour les premiers mois de l'année. Et enfin, une année extrêmement importante pour les comités du tourisme, puisqu'au travers de notre contrat de destination avec Atout France, nous avons fait venir donc, un spécialiste des offices du tourisme métropolitain qui a fait une étude du terrain auprès des comités du tourisme. Et avec nous, le service du tourisme, le cabinet, le ministère,
sommes mis d'accord pour faire un plan de restructuration et de professionnalisation des comités du tourisme sur les 5 prochaines années. Weimar va vous en dire un peu plus tout à l'heure, mais 2023, c'est donc l'année 1 de cette remise à niveau. Voilà en quelques mots 2022, et sans plus attendre, je vais maintenant appeler Julien pour les chiffres de tourisme de 2022. Merci. Bonjour tout le monde, et merci de me recevoir aujourd'hui. Donc, comme ça faisait quelques années déjà, mais ça faisait 3 ans qu'on n'était pas venu en présentiel, et je suis très heureux de venir vous présenter les chiffres 2022, surtout qui ne sont pas mauvais. Donc un peu le plan de la présentation, ça va être toujours pareil, on va définir ce que c'est un touriste, quelques données de cadrage, des données sur la fréquentation touristique, hôtelière, et quelques indicateurs économiques. Donc les définitions sont classiques, elles n'ont pas changé avec le Covid, c'est toujours les définitions de l'Organisme mondial du tourisme, avec la notion de visiteur comme a exprimé Jean-Marc, d'excursionniste et de croisiériste. Les données de cadrage, rappel, le tourisme, c'est quand même une activité importante en Polynésie française, puisque ça représente 8% du PIB en 2019, d'une façon directe. C'est à peu près 4500 entreprises qui sont concernées directement ou indirectement par le tourisme, dont les 3/4 se trouvent évidemment dans la restauration, l'hébergement et le transport. Si près de 5000 salariés vivent directement du tourisme en Polynésie française, cette industrie contribue indirectement à près de 12 000 emplois salariés chaque année. Ce sont aussi des emplois pour les résidents des archipels, puisque 40 îles en Polynésie française disposent aujourd'hui d'un hébergement touristique sur les 58 îles habitées au moment du dernier recensement. On peut remarquer que 34 de ces îles ont un aéroport. C'est une densité globale touristique toujours faible, malgré les résultats, puisque c'est en moyenne moins d'un touriste par habitant. Par contre, quand on regarde par destination, on a des fortes disparités, avec des indicateurs qui s'élèvent plutôt autour de 7 pour l'île de Moorea, 11 pour Bora Bora, et notre record, c'est Whakarava, avec 15 touristes par habitant. C'est plus de 1600 vols internationaux qui sont venus en Polynésie française en 2022, près de 350 000 passagers transportés, près de 8 000 vols domestiques qui ont été nécessaires pour transporter tout ce tourisme. J'ai une petite... Dis-moi, pardon, je ne parle pas bien à côté du micro. C'est un tourisme qui on va le voir, qui est toujours plus concentré, avec 80% de notre clientèle qui est américaine ou française. Et puis c'est aujourd'hui finalement 3 destinations vers la Polynésie française, France, côte ouest des États-Unis et Auckland. Mais ce sont surtout finalement, comme l'a dit Jean-Marc, 218 000 touristes qui sont venus en Polynésie française en 2022. Ces 218 000 touristes, il nous l'a dit, c'est 186 000 touristes terrestres. J'ai oublié d'enlever les variations, elles ne sont pas justes. C'est 42 000 croisiéristes et c'est, on l'a vu, 22 000 excursionnistes. Finalement, les excursionnistes, donc on va essayer de regarder un petit peu dans le détail les différentes composantes de nos effectifs touristiques. Sur les excursionnistes, c'est un retour massif depuis la fin de l'année. On regarde un petit peu la saisonnalité. On voit que le retour des excursionnistes n'a démarré finalement que les 3 derniers mois de l'année, avec une vingtaine de bateaux de croisière qui sont venus cette année, donc 37 en 2019, et une trentaine de périples intra-polynésiens qui ont été proposés, contre 51 en 2019. C'est une fréquentation, par contre, touristique qui est, comme on l'a vu avec le timing de l'ouverture, très dynamique depuis le mois d'avril. On a ici... Ça fait un laser ou un truc comme ça Non, oh pardon. Comment je fais pas en arrière? Attendez. Est-ce que tu peux me la remettre en arrière? Donc, on a ici, je repasse, excusez-moi. Donc ici, c'est la fréquentation touristique depuis 2018, mensuelle. Qu'est-ce qu'on observe? On observe, voilà, qu'on avait une progression quasiment constante jusqu'en janvier 2020. On voit la crise du Covid ici, la reprise tout au cours de l'année 2022 qui va s'amplifier, s'accélérer tout au long de l'année. Quand on regarde ici, par exemple, la fréquentation mensuelle pour chaque mois de l'année 2019 et quand on regarde les écarts mensuels entre 2022 et 2019, on se voit qu'alors que tout le début de l'année jusqu'au mois d'avril, évidemment, la fréquentation touristique mensuelle était très en retrait par rapport à 2019. On va connaître un peu un été un petit peu en stabilité, voire encore un peu en recul, mais depuis le mois de septembre, les chiffres sont vraiment extraordinaires, puisque
chaque mois depuis le mois de septembre, la fréquentation touristique elle est tellement importante qu'on ne l'avait jamais observée sur ces 4 derniers mois de l'année. Donc on le voit, que ce soit en décembre, en novembre, en octobre ou en septembre, nous sommes bien au-dessus de la fréquentation de 2019. Donc voilà, c'est quand même, alors la question elle est comment ça va se poursuivre. Alors je tiens juste à préciser que les chiffres du mois de décembre, ils ne sont pas encore publics, donc ils sont pour l'instant en quelques estimations, mais les chiffres du mois de novembre sont publiés aujourd'hui. Le rebond touristique, il concerne cette fois-ci tous les types de tourisme, que l'on soit l'hébergement en croisière, qui n'a pas encore atteint évidemment les chiffres de 2019, mais qui rebondit très rapidement. L'hébergement affinitaire, qui lui avait connu une période très positive pendant le Covid et qui se contracte un tout petit peu. Et l'hébergement terrestre, qui est aussi revenu à plus de 90% de sa fréquentation de 2019. De la même façon, si on regarde un petit peu les évolutions, simplement la différence entre les effectifs mensuels par type de tourisme entre 2022 et 2019, on le voit, l'ensemble des segments sur les premiers mois de l'année ont connu des baisses d'effectifs conséquentes par rapport à 2019, et depuis le début de septembre, là, on le voit, quelle que soit la croisière terrestre ou terrestre non marchand, ça progresse, et en décembre, c'était encore un peu meilleur. Donc, les résultats nourrissent, on va le voir, les hôtels, les pensions de famille, les bateaux de croisière, mais aussi le yachting. Par contre, si tous les types de tourisme ont profité de la reprise, de la réouverture, ce n'est pas tous les marchés, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, la destination reste toujours fermée vers l'Asie, avec une réouverture assez tardive vers le Pacifique. La Nouvelle-Zélande, ça devait être juillet de mémoire, juillet-août vers la Nouvelle-Zélande. Et pendant très longtemps, on est resté centré sur Paris, Los Angeles, Californie. Parce que quand on parle d'Amérique du Nord, même si au sein de l'Amérique du Nord, il y a le marché canadien, qui est le 3e marché touristique polynésien cette année, c'est principalement le marché nord USA. Et en plus, en réalité, 80% de cette clientèle-là vient de Californie, enfin vient de la côte ouest des États-Unis. Donc c'est Californie, côte ouest des États-Unis, plus Canada, en réalité. Et là, quand on regarde, plus de 100 000 visites, plus de 100 000 touristes pour l'Amérique du Nord, un chiffre qu'on n'a pas vu depuis les années 2007, entre les années 2005 et 2007. Près de 75 000 touristes français vont être accueillis cette année. Et puis on le voit pour les autres marchés. Alors, un début, je suis un peu maladroit, un début de rebond sur le marché européen, mais dans le détail, on peut voir qu'en fait, ça ne concerne pas l'ensemble des marchés européens, puisque nos marchés classiques, Allemagne, Italie et Angleterre, sont toujours en contraction. On a plutôt l'émergence de petits marchés, style la Belgique. Alors, je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir quelques vendeurs de la Polynésie qui ont bien travaillé sur quelques petites destinations, mais le marché européen peine encore à rebondir, même si la reprise est mensuelle. Alors, j'imagine que ça va se normaliser, c'est qu'évidemment les marchés où il fallait changer d'avion, changer de pays pour venir en Polynésie française, ça devait quand même un peu inquiéter les gens. C'est-à-dire que faire un Italie, Paris, Los Angeles, Tahiti, on se dit il y a de quoi se faire bloquer sur tous ces chemins-là. Donc je crois que les gens ont cherché un peu des vols de destination, on prend, on décolle, on y va. Donc tout ça, ça a été un peu compliqué. Le Pacifique, c'est une ouverture très récente, comme on l'a vu avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. De toute façon, nous n'avons qu'un vol vers Auckland et qu'un vol vers Nouméa, enfin plusieurs vols dans la semaine, mais quand on parle du Pacifique, en réalité, on va à Nouméa, Auckland. Donc on a les Calédoniens, mais qui étaient coincés chez eux depuis un paquet de temps, qui avaient envie de voir la famille, qui sont revenus d'une façon significative. Donc premier marché. Les Néo-Zélandais, qui ont une bouffée d'air, ils ont eu l'avion qui est parti, ils sont montés dedans. Et les Australiens, on les attend encore un peu. L'Asie, je ne sais pas comment ils font pour venir. Ils sont quand même 1400 à être venus. Il y a quelques Coréens, quelques fans. Le fan club, à mon avis. L'Amérique du Sud, c'est pareil. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous voulez aller à l'île de Pâques, Papeete, île de Pâques, c'est à peu près 26 heures de vol, puisqu'il faut passer par Houston, etc. Donc c'est super compliqué d'aller en Amérique du Sud. Donc là, il y a encore des potentiels. Et puis évidemment, Amérique centrale, Proche-Moyen-Orient, Afrique, tout ça reste très, très, très marginal pour notre tourisme. Et donc, en part de touristes, on le regarde, la clientèle Amérique du Nord a dépassé ses effectifs de 2019 de quelques pourcents. La clientèle française connaît un rebond majeur depuis maintenant plusieurs années, puisque c'était déjà lancé l'année qui précédait le Covid. On a vraiment un rebond de cette clientèle métropolitaine depuis 2017-2018, qui revient d'une façon plus intense en Polynésie française, et pas que de la clientèle affinitaire. Donc 20% de plus de clientèle française sur l'année 2022 par rapport à 2019. Et puis on le voit, européen autour de 75, Pacifique, on arrive à 2 tiers à peu près des effectifs.
Puis après, le reste, comme on l'a dit, c'est marginal. Donc un tourisme qui va concerner, donc un rebond qui va concerner tous les types d'hébergements, des effectifs touristiques en forte croissance, mais aussi finalement un des points marquants de cette période Covid et sortie de Covid, c'était le profil touristique, alors qui a été quand même très légèrement différent. Alors on va le voir sous deux angles. Une durée moyenne de séjour qui a été très longue pendant toute cette période de Covid. Évidemment, c'était quand même des aventuriers. Et là, on peut les appeler des aventuriers quand même. Les gens qui venaient en Polynésie française, on les appelait les aventuriers avant, mais au regard de ce qui s'est passé ces dernières années, on se dit non, là oui, c'était des vrais. Et donc ils sont venus avec des durées de séjour très longues, parce qu'ils se sont dit, quitte à le faire, le voyage, autant en profiter. Et donc on était sur une durée de séjour qui était entre 2 et 3 jours plus longue que la moyenne, alors qu'on a déjà une durée de séjour qui est particulièrement longue au regard de toute notre concurrence. Un séjour aux Maldives, c'est 7 jours, un séjour aux Seychelles, c'est entre 7 et 8 jours. On était déjà, nous, avec une durée de 12 à 14 jours en moyenne dans une durée très longue, et on voit qu'on a été en capacité de rebond encore plus. Donc en termes de nuitées touristiques, en termes de fréquentation pour les petites hôtelleries, les Airbnb et les hôtels et les bateaux de croisière, pas les bateaux de croisière yachting, on va dire, évidemment, on a eu un peu moins de tourisme, et le gain avec les nuitées touristiques ont permis à ces secteurs-là de retrouver des niveaux d'activité équivalents à ceux de 2019, voire supérieurs. Cet écart de durée moyenne de séjour, vous avez vu, il était de 6 jours encore en janvier. C'est-à-dire qu'en moyenne, les touristes qui étaient venus nous voir en janvier restaient 6 jours de plus qu'en janvier 2019. Mais cet écart-là, on le voit, il y a une forme de normalisation, puisqu'en fin d'année, on va retrouver, je suis prêt à faire le pari, d'ici le mois de mars, une durée de séjour qui soit classique. C'est-à-dire que les longs séjours de 18-19 jours, il restera les touristes affinitaires pour pratiquer ce type de vacances, mais le tourisme, on va dire, marchand, retrouve un niveau normal. On a aussi parlé pas mal, c'est pour ça que j'avais essayé de montrer la période mensuelle, de saisonnalité un peu modifiée. Oui, c'est vrai, il y a une saisonnalité un peu plate, puisqu'on a vu, même si elle respecte toujours la règle, c'est-à-dire que le mois de décembre, c'est le mois des Américains et pas le mois des Français, que le mois de juillet, c'est le mois des Français et le mois des Américains. Ça, la règle, elle a été respectée. Mais c'est vrai qu'on a vu des arrivées touristiques beaucoup plus importantes tous les mois. Et là, il y a sûrement deux faits marquants. Moi, je ne suis pas sûr qu'on est totalement dans une rupture des effectifs touristiques, mais je pense aussi qu'il y a eu les no-shows, c'est-à-dire les gens qui avaient annulé leur séjour les années précédentes, et puis cette année, avec la réouverture, tout le monde a voulu solder les comptes d'une certaine façon. J'ai des crédits dans mes comptes d'hôtel, j'ai des trucs à récupérer dans les voyages, et donc tous les voyages se sont enclenchés. Et là, je pense que la période Covid a fait, et ça on le verra plus tard, avec des enquêtes, est-ce que ça a raccourci un peu les délais de préparation du séjour en Polynésie française? On peut l'imaginer. Donc on le voit, l'hébergement gratuit, 32 jours, l'hébergement terrestre en moyenne, 15 jours. C'est-à-dire que les touristes qui nous déclarent avoir passé au moins une nuit dans un hébergement terrestre et payant ont une durée moyenne de près de 15 jours. Donc, grâce à cette augmentation des nuitées de cette durée moyenne de séjour, à ces effectifs touristiques relativement soutenus, au total, les nuitées touristiques terrestres, elles ont été supérieures. La consommation des nuitées touristiques terrestres a été supérieure en 2022 qu'en 2019, avec plus de 2 200 000 nuitées qui ont été consommées dans les hôtels, dans la petite hôtellerie familiale, dans les locations, dans le yachting et dans la croisière. Et quand on regarde ici en termes d'effectifs, alors il y a l'évolution d'un côté, donc là, boum, le Airbnb là, qui a été multiplié par 4, donc les effectifs depuis 2017, ça c'est le rythme. Et puis après, il y a le niveau, évidemment. Le niveau, le Airbnb, c'est quand même pas encore le produit touristique le plus consommé de Polynésie. C'est par contre, évidemment, le plus dynamique. Le plus dynamique, celui qui a le moins subi la crise Covid, puisque ça a sûrement correspondu à une attente de la part des touristes qui ne voulaient plus être dans des salles avec 50, 60 personnes, des mecs avec des masques et tout. À mon avis, ils n'en pouvaient plus. Donc ils ont cherché à avoir ce qu'on appelle un logement un peu plus inclusif, avec à la fois de la location, mais aussi du yachting, parce qu'on le voit ici, le yachting qui a quand même tiré aussi, qui a connu, évidemment, tout le monde a bouffé, mais une baisse quand même un peu moins importante que les autres, et un rebond aussi beaucoup plus dynamique. Le secteur de la petite hôtellerie familiale, qui est constitué de petites structures, répondait aussi en partie à cette demande. Il y a aussi, il faut le voir, un autre côté, c'est que la clientèle de ce produit-là, c'est pas la clientèle asiatique. Donc ça veut dire que c'est des segments qui ont été peu pénalisés par la non-ouverture de l'Asie.
à la différence de l'hôtellerie internationale qui va perdre quand même 15% de sa clientèle totale, hein, entre la clientèle japonaise et les autres clientèles asiatiques, y compris la clientèle croisière, hein, qui est aussi on va dire, attractive pour ce type de marché. Donc il y a deux lectures à avoir en fait, hein. Il y a à la fois le dynamisme du produit, mais il y a aussi la structure du marché qui va expliquer pourquoi ces produits-là, ils fonctionnent. Bon, après, moi, je ne sais pas pourquoi, c'est les Américains et les Français qui privilégient le Airbnb. Hein, mais ça, vous le savez mieux que moi. Donc ici, en termes d'effectifs, ça reste quand même notre hôtellerie internationale, hein, qui reste le moteur, hein, et le secteur le plus, on va dire, important de l'hébergement terrestre, hein, puisque c'est près de 160 000 touristes en 2022 qui auraient passé au moins une nuit dans une hôtellerie internationale, pour autour de 40 000 touristes qui auraient au moins passé une nuit en petite hôtellerie familiale, et autour de 25 000 personnes en Airbnb. Cette activité, ces durées de séjour, ces effectifs touristiques se retrouvent dans les indicateurs de gestion de l'hôtellerie internationale, qui sont en hausse alors que l'Asie reste toujours fermée, hein, et on le voit ici avec un coefficient moyen de remplissage qui retrouve, hein, le niveau qu'il avait en 2018, il reste encore légèrement en contraction par rapport à celui de 2019, mais dans le même temps, le fait marquant, c'est quand même l'augmentation du prix moyen, hein, du revenu moyen par chambre, qui est passé de on était à 44 000 francs en 2019, et il passe à 59 000 francs en 2022, ça nous fait quand même un tiers, hein, quasiment, hein, près de 30% de hausse, donc ça c'est significatif, et ce qui veut dire que le yield, enfin le revenu par chambre disponible, hein, qui est le produit entre mon prix moyen d'une chambre et le CMR, il atteint un niveau jamais observé encore en Polynésie française, parce qu'un hôtelier, il peut soit brader des chambres pour les remplir, soit les vendre très cher et en vendre peu, et là, la chance qu'il a eue, c'est qu'il les a vendus très cher et qu'il les a bien vendus. Donc au final, c'est ça que traduit cet indicateur, qui est, à mon avis, l'indicateur pour le directeur d'hôtel, number one. Ici, on le voit, en plus, la bonne nouvelle pour l'hôtellerie, c'est que la situation n'a fait que s'améliorer. C'est toujours pareil, hein, quand vous faites un régime et que tous les jours vous perdez un peu, c'est bon signe. Et bien là, regardons un petit peu leur coefficient moyen de remplissage en 2022, et on va le voir, hein, après un début d'année quand même très difficile, hein, et ben, la situation, à partir du mois de mai, hein, on est sur un coefficient de remplissage supérieur de 70%, et comme pour les effectifs touristiques, depuis le mois de mai, hein, ce coefficient moyen de remplissage est légèrement supérieur à celui de 2019, à la fois parce qu'on a des effectifs touristiques conséquents, on a une durée moyenne de séjour importante, mais aussi parce que l'offre avait légèrement diminué depuis 2019 avec la fermeture de quelques chambres d'hôtel, principalement à Moorea et à Bola Bola. Il a fallu évidemment des avions, des fauteuils, tout ça, hein, pour amener tous ces touristes-là. C'est quand même moins de fauteuils qu'en 2022, évidemment, au global, hein, puisque début de l'année, on avait une faible activité de transport aérien, donc c'est moins de fauteuils qu'en 2022. On a 250 000 fauteuils qui ont été amenés entre janvier et septembre pour 336 000 fauteuils en 2019. Mais depuis septembre, hein, le nombre de fauteuils proposés en Polynésie française est supérieur à celui de 2022. Nous n'avons pas encore la totalité des statistiques du transport aérien, mais ça ne devrait pas tarder. Ces tourismes, cette inflation, cette augmentation des prix, cette augmentation des taux de marge, eh ben ça se retrouve aussi dans l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises touristiques, hein. Ici, je vous ai mis les deux, hein, puisque vous voyez un petit peu, donc, évidemment, sur l'activité générale, hein, on l'a dit, hein, le poids du tourisme, c'est grosso modo 10% du chiffre d'affaires, hein, 8% du PIB, 10% du chiffre d'affaires, mais on le voit quand même, on est arrivé sur un chiffre d'affaires pour les activités touristiques qui est quasiment équivalent sur les 3 premiers trimestres, hein, à celui de 2019. On peut imaginer qu'avec les résultats du 4e, on sera au-dessus, hein, du résultat de 2019. Les prix, on l'a dit, hein, ils ont pris, alors que dans l'ensemble de l'économie, sur les 3 premiers trimestres, on a vu, on est autour de 7,5, on finit l'année à 8. On le voit, les entreprises touristiques connaissent exactement la même évolution, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même un effet prix qui est conséquent. Voilà. On a aussi profité sur cette fin d'année d'une orientation des cours d'échange qui a été plutôt favorable, hein, puisque un dollar fort, bon, bah, c'est une mauvaise nouvelle pour vous qui voulez aller partir en vacances aux États-Unis, mais c'est une très bonne nouvelle pour nos touristes et qui vont venir nous rendre visite, hein, puisque chaque chambre, tout ça, ça te coûte de moins en moins cher, donc un taux de change relativement favorable. Alors, et la contrepartie, c'est qu'évidemment,
le cours moyen du pétrole, lui, a été moins favorable. Hein, donc ça a un impact évidemment sur le prix du transport, etc. etc. Donc là, c'est des variables qu'il faut suivre avec attention. Le dollar aujourd'hui a tendance à rebaisser un peu face à l'euro et en même temps, le prix du baril reste relativement stable. Donc sur le premier trimestre, on n'a pas de point d'alerte particulier. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Julien, tu as vraiment la faculté de présenter des chiffres d'une manière ludique, mais vraiment, merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant aborder les actions de Tahiti Tourisme en 2023, en sachant que nous allons présenter que les actions phares, hein, évidemment, sinon demain on sera encore là, et sachant que tous les détails de ces actions sont disponibles et sont publics, évidemment. Commençons par rappeler les orientations stratégiques. Alors, voilà. À l'international, notre priorité, elle est de reconquérir les marchés en repli. Donc, on l'a évoqué, en effet, avec l'Europe et le Pacifique qui restent en retard par rapport à la situation pré-Covid. Et par ailleurs, il nous faut préparer la réouverture de l'Asie en fin d'année pour tenter de diversifier nos sources de visiteurs, tout en préservant nos marchés prioritaires, évidemment, que sont l'Amérique du Nord et la métropole. Conformément à la stratégie FM27, nous allons valoriser davantage l'image d'une destination slow tourisme, tournée vers un tourisme inclusif et durable, au travers de nos campagnes, de nos publications et auprès des médias internationaux, pour mettre en avant notre souhait de privilégier la qualité et non la quantité. Et ensuite, ce sont, si je peux dire, nos missions habituelles, c'est-à-dire le soutien au réseau de distribution, la formation, la commercialisation de la destination, le renforcement de la promotion à travers des segments de produits spécifiques et par différents types de clientèle. Et nous n'oublierons pas de promouvoir la diversité des îles et des différents types d'hébergements et d'activités possibles. Sur le marché local, ce sera l'année 1 de la mise en œuvre du plan de structuration des comités du tourisme, qui sont donc prévus sur 5 ans. Le volet de sensibilisation de la population au tourisme durable sera particulièrement important pour cette première année de construction d'un tourisme durable. Et nous allons bien entendu activement participer aux travaux du Collège du tourisme durable qui est en cours de création. Et enfin, nous n'oublierons pas la promotion du tourisme domestique qui est devenu un levier important et surtout un bon modérateur de notre secteur. Voilà pour les grandes orientations de Tahiti Tourisme. Je vais maintenant demander à mes collègues de me rejoindre pour la présentation de leur partie avec Vahere Lissan, que je vous demande d'accueillir, Gina Bunton et Vaima Doniel et Fred Shinfo. Voilà. Vas-y, je te laisse. Merci Jean-Marc. Je vais prendre ton micro. Yorana tout le monde, merci. Ça marche? Ça marche? Ouais. Merci de votre présence aujourd'hui. Donc pour les actions phares 2023, moi je vais vous parler de 2 projets en particulier. Le premier... Non. Désolée. Donc, 2 projets à vous partager ce matin. Le premier concerne le projet de la refonte des sites internationaux de Tahiti Tourisme. Donc, c'est un projet qui mobilise déjà beaucoup les équipes du web et de la communication chez nous. Donc, juste quelques éléments de contexte. Aujourd'hui, on a un site de l'Office du tourisme, tahititourisme.pf. Jean-Marc en a parlé, on l'a lancé l'année dernière. Qui se distingue de nos 17 sites internationaux, traduits en 9 langues, qui se distinguent par l'approche et le type de contenu, puisque en fait, les sites internationaux, eux, se positionnent vraiment en amont d'un voyage dans nos îles. Donc là, les contenus vont être plus du type inspirationnel, on va susciter l'envie, tandis que le site de l'Office du tourisme, il est vraiment destiné aux visiteurs déjà sur place ou aux résidents.
donc avec des informations plutôt pratico-pratiques, avec les différents événements, les choses à faire là, aujourd'hui, demain, ce week-end. Donc moi, je vais vous parler surtout de la refonte des sites Internet internationaux. Donc on en a 17. En termes de chiffres, c'est 3,3 millions de visiteurs à l'année. Ramenés à la journée, on est sur du 9 000 visiteurs jour. En termes de répartition et de provenance des internautes qui viennent visiter nos sites Internet, en fait, si on les classe par région, nos sites Internet, on va retomber sur des répartitions, les mêmes tendances en fait que la provenance de nos touristes. Là, vous voyez par exemple la prédominance de l'Amérique du Nord ou encore du marché français. En termes de performance, en fait, nos sites Internet, évidemment, ils sont là pour éduquer, pour informer sur la destination, pour promouvoir la destination, mais in fine, notre objectif, c'est aussi de convertir ce trafic en acte d'achat. Donc, comment, en redirigeant un maximum le trafic vers les revendeurs de la destination, que sont les tours opérateurs, par exemple, qui ont posté 700 packages sur l'ensemble de nos sites l'année dernière. Mais aussi les agents de voyage, pas n'importe lesquels, ceux qui sont formés par nos équipes de représentants sur les différents marchés, donc qui sont au nombre de 1800 sur l'ensemble de nos sites Internet. Mais sur nos sites également, il est possible de se mettre en relation en direct avec les 1600 prestataires polynésiens qui sont référencés dans notre base de données. Donc nous, on va regarder vraiment le taux de mise en relation, en fait les différentes mises en relation à l'année. Donc c'est un indicateur qu'on va suivre de près. Et aujourd'hui, le taux de conversion, entre guillemets, parce que ce n'est pas de la conversion directe, c'est du 5%. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? En moyenne, un taux de conversion sur un site e-commerce, c'est 3%. Même si on n'est pas un site de e-commerce. Vous allez me dire pourquoi une refonte? Parce que ça engendre des coûts, un budget et surtout du temps, beaucoup de temps humain. Tout d'abord, plusieurs raisons. Donc, parce que la dernière refonte, elle a été entamée quand même en 2016, ça fait déjà 7 ans. Dans ce milieu, les technologies évoluent vite et l'architecture actuelle qu'on a en fait engendre des coûts de maintenance et d'évolution qui sont relativement lourds. Et surtout, en termes de compétitivité, on a vraiment besoin d'un refresh par rapport au site de la compétition. En termes de méthode d'approche, en termes d'approche méthodologique, donc les mots d'ordre pour cette refonte sont immersifs, en tout cas dans la façon de procéder à la refonte graphique. Conversion, parce qu'encore une fois, on n'est pas juste là pour faire des sites, pour faire joli et pour éduquer et informer. On veut vraiment convertir le trafic en acte d'achat vers les revendeurs à la destination. Et enfin, SEO, dans la façon de trier le contenu, de faire la refonte des contenus et l'arborescence. Donc SEO, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce mot, Search Engine Optimization, littéralement, ça veut dire l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc grosso modo, ce sont les différentes techniques mises en œuvre pour améliorer le positionnement des sites web dans la page de résultats d'un moteur de recherche type Google. Donc voilà, ça c'est des choses auxquelles on va vraiment prêter attention. Pour ce faire, on est accompagné, on est aidé par une agence Iris Interactive, qui est une agence française, qui nous a convaincus par son expertise et ses références. Donc ça, c'est un des gros projets pour l'année prochaine. Et pour vous donner une petite idée du rendu, puisqu'on les a sélectionnés, l'agence, en décembre, mais on est en immersion avec eux pendant 5 jours en janvier pour travailler déjà sur le projet. Là, je vais vous montrer une première maquette graphique de à quoi va ressembler ces sites. Donc normalement, c'est une vidéo. Donc là, c'est la page d'accueil, vous voyez, directement sur la page. Donc on va avoir une vidéo, donc c'est vraiment le côté immersif dont je vous parlais. On ne le voit pas, c'est une vidéo, donc je ne peux pas animer, mais il y avait un éco-mode aussi, donc c'est un petit détail, mais c'est une fonctionnalité que l'agence avait développée et du coup qui faisait écho par rapport à nos stratégies d'action. Les archipels, là ça va vite, mais vous les voyez, on met vraiment directement en avant les 5 archipels avec les différentes îles marketées, donc un bloc actu, des îles mises en avant sous un autre angle, une vraie éducation sur les différentes îles et la diversité des îles qu'on peut avoir en Polynésie, le positionnement des packages des tours opérateurs en homepage, de l'inspiration, des idées d'expérience que l'on peut proposer, que ce soit des randonnées, que ce soit assister à un spectacle de danse polynésienne, la mise en avant, la mise en relation avec nos agents de voyage certifiés également.
Et puis une mise en avant des grands événements, ceux notamment qu'on soutient, avec des événements qui reviennent chaque année et qui ont une résonance à l'international. Des réseaux sociaux les images des réseaux sociaux qu'on va récupérer pour les mettre en avant également sur nos sites. Et puis le bas de page, qui est assez classique. Donc voilà pour la homepage. Ici, c'est un exemple, et je vais finir sur cet exemple ou ce projet d'une page île comme exemple. Donc ça, c'est l'île de la Société, l'île de Moorea, par exemple. Donc pour chaque île, pour chaque île, donc un contenu dédié. Pardon, c'est une vidéo normalement. Qui n'a pas l'air de... Non, la technique, vous l'avez. Bon, quoi qu'il en soit, donc, vous l'aurez compris, donc côté immersif. Donc là, c'est un petit peu dommage parce qu'on aurait voulu vous montrer une petite idée de comment on met en avant une île. Donc pour chaque île, il y aura un accès à une galerie photo, une galerie vidéo pour mettre en avant les îles. Pourquoi aller dans cette île avec les prestataires d'activités qui sont liés à cette île, qui sont mis en avant dans chacune de ces pages. Et toujours les mêmes principes de mise en avant, de conversion avec des packages des tours opérateurs, mais aussi des hébergeurs et les prestataires d'activités. Donc voilà pour le premier projet que je voulais partager avec vous. Le second projet concerne en fait le segment du charter nautique. Donc Jean-Marc l'a rappelé dans le bilan. Chaque année, on travaille, en tout cas la promotion par segment de produits fait partie de nos orientations stratégiques. Donc on a fait des travaux dédiés à la petite hôtellerie familiale, au secteur du diving. Et l'année dernière, on a travaillé particulièrement sur le segment LGBT et charter nautique. Donc moi, je vais vous parler du sailing, du charter nautique, et de la campagne qu'on a réalisée pour ce segment et qu'on va lancer cette année. Mais avant, juste quelques chiffres sur ce secteur. Donc on parle ici d'une flotte d'une centaine de bateaux. C'est l'équivalent de 400 cabines. Pour vous donner un ordre de grandeur, 400 cabines, un hôtel comme le Hilton, c'est 200 chambres, par exemple. C'est une vingtaine de compagnies, même si on sait qu'il y a 4-5 big players dans l'industrie et dans ce segment. Et puis, en termes de passagers, on va dépasser les 16 000 pax en 2022. En termes d'itinéraire et où se situe la majorité de ces croisières et de cette activité, ça va être beaucoup les îles Raromatei, donc en majorité, même si évidemment il y a des croisières à la carte sur les autres archipels comme Fakarava, Makatea, en tout cas les Tuamotu par exemple. Et en termes de cibles, donc nous on a distingué deux types de cibles. Donc on va avoir les expérimentés. Donc qui, eux, sont un peu plus familiers avec ce produit, montés à bord d'un catamaran, d'un voilier, et pour qui le rêve ultime est de naviguer à Tahiti Saisil. Donc avec cette cible, on va bénéficier d'une certaine notoriété. En fait, c'est vraiment l'historique, c'est la littérature, c'est les récits de navigateurs qui mettent Tahiti Saisil en avant et qui, pour cette cible, c'est vraiment un passage, entre guillemets, obligé. Donc généralement, ils vont louer le bateau sans équipage. Et puis, il y a l'autre cible qui va nous intéresser dans nos travaux, c'est les newbies, c'est ceux qui n'ont pas forcément d'expérience sur ce produit. Et pourtant, Tahiti Saisil est vraiment une destination idéale pour une première expérience. Donc eux vont plutôt louer le bateau avec un équipage, un skipper ou encore une hôtesse ou un hôte à bord. On a fait différentes études avant de réaliser la campagne de communication. Une étude qu'on a lancée auprès de nos tours opérateurs et de nos agents de voyage traditionnels, au travers de nos réseaux et au travers de nos bureaux de représentation, mais également auprès des compagnies polynésiennes qui sont en contact direct avec cette clientèle. Et il y a plusieurs constats qui en sont ressortis intéressants. Le premier, que clairement le produit est méconnu en fait du circuit traditionnel, des tours opérateurs, des agents de voyage traditionnels. De manière générale, hein, donc pour leurs clients, par exemple, la perception vraiment d'un produit non accessible, mais non accessible plus dans le sens, pas du tout dans le champ de considération. Quand ils viennent à Tahiti Saisil, ce produit n'est pas forcément pris dans le champ de considération. Donc là, il y a vraiment une opportunité
d'éducation et de positionnement de notre part. Autre constat, donc là, ça va être des perceptions à réajuster, en fait, il faut travailler dessus. Le charter nautique, la plaisance telle qu'on l'a ici aujourd'hui, ce n'est pas qu'un hébergement ou un transport, c'est vraiment une expérience globale, un produit all-inclusive avec une diversité d'activités possibles, pas que en mer, mais également sur terre. Un autre point important qui est ressorti de cette étude, c'est que les clients qui viennent pour Tahiti et ses îles sont à la recherche de confort, de luxe. Et ce confort et ce luxe, c'est aussi possible à bord. Donc voilà, ça vient vraiment casser des préjugés peut-être historiquement sur des conditions rustiques de navigation. Et ça ne concerne pas que le segment du charter nautique. De manière générale, Tahiti et ses îles n'est pas une destination, on est loin du tourisme de masse. Donc on n'est pas une boat factory, on ne va pas être comme les Bahamas ou la Méditerranée avec plusieurs bateaux autour en navigation. Donc ça, c'est vraiment un point clé aussi à prendre en compte et à mettre en avant au travers de notre promotion. Des conditions de navigation idéales, une destination safe, c'est un beau terrain de jeu, un énorme terrain de jeu et puis surtout sans piraterie. Donc on est safe dans nos eaux. Et enfin, ce qui est ressorti, c'est que Tahiti et ses îles n'est effectivement pas une destination cheap, mais ce n'est pas non plus une destination over-expensive. On est à plus ou moins 10-15% par rapport à la compétition. Donc voilà un petit peu les principaux constats qu'on a fait au travers de ces interviews qu'on a menées dans les différents réseaux. Donc sur la base de ces constats, donc la campagne et les messages en fait qui ont été travaillés au travers de cette campagne. En tout cas, en termes d'objectifs qu'on s'est mis, c'était vraiment que cette campagne elle doit amener les potentiels voyageurs, ces newbies, qui n'auraient pas considéré du tout la plaisance comme option, à penser que c'est une option facile et possible pour tous. Donc on a travaillé en anglais d'abord avec notre agence. Donc le slogan c'est « Everyone can sail the islands of Tahiti ». Donc vraiment cette idée de mettre en évidence que la plaisance est à la portée de tous, accessible. Et donc les visuels de cette campagne qui sera lancée très prochainement viennent vraiment montrer la diversité des îles, mais surtout cette possibilité de « ok, on vient à bord, mais on peut aussi accéder à des activités côté terre ». Que le confort aussi est possible à bord avec ses proches. Que évidemment, c'est aussi un accès à la faune et à la flore et côté mer et activité mer grâce à ce produit. Et qu'on le met en avant dans toutes nos campagnes, la connexion avec notre population locale, la connexion avec notre culture, ça aussi c'est possible au travers d'un séjour sur ces navires. Donc pour terminer, je vous propose de regarder la vidéo à date, qui n'est pas encore terminée, mais on a encore 3 réajustements à faire, mais pour vous donner vraiment une idée du message et de ce qu'on veut mettre en avant. Tout le monde peut profiter de la sérénité de notre océan et de la beauté de nos îles. Tout le monde peut bénéficier d'un isolement précieux et profiter de moments exceptionnels. Découvrir des merveilles sous la surface de l'eau et se connecter aux visiteurs des vagues. Tout le monde peut profiter des trésors cachés de nos îles exceptionnellement préservées. Avec votre capitaine et son équipage à bord pour s'occuper de vous, tout le monde peut naviguer à Tahiti et ses îles. Vibrez d'émotion lorsque vous naviguez. Renouez avec l'essentiel à Tahiti et ses îles. Voilà, donc c'est en cours de finalisation et ensuite on donnera la main à nos représentants pour lancer ces messages sur nos différents marchés. Pour la suite, je vais donner le micro à Gina,
Oui. Yarana, alors Fred me demande de vous informer qu'il n'y aura pas de pause café parce que Véré a parlé trop longtemps. Ou sinon, il faut que je fasse très court. Alors, il y a un vote. Je vais essayer de faire très vite, comme ça vous aurez droit à votre pause café. Donc, deux projets particulièrement importants pour nous cette année. Et je vais commencer par le Proprietati, ou pas. La pause café. Je vois sur l'écran, là, mais il n'y a plus rien. Non. Alors, le Proprietati, le PPT, qu'on ne présente plus, l'événement phare de la destination pour tout ce qui est rendez-vous avec les partenaires du tourisme à Tahiti. Donc, cette année, 3e édition. Vous vous rappelez, on a lancé la première édition en 2019 avec 3 événements par région. En 2018, pardon, 2019, premier événement donc, que nous avons pu organiser, ça ne marche toujours pas, avec donc, presque le monde entier. Et donc cette année, on revient avec la première édition donc, en présentiel depuis 2019, puisque celle de 2020 avait dû être annulée. Et décidément, on va y arriver. Donc demain, et sur 2 jours, à la présidence de Polynésie française, donc un événement que nous organisons bien entendu avec la collaboration de notre transporteur aérien officiel Air Tahiti Nui, sans qui nous n'aurions pas pu faire venir donc les 89 environ chefs de produits qui seront là pour rencontrer donc environ 80 partenaires locaux qui se sont inscrits, donc en plus de 3000 rendez-vous qui vont donc avoir lieu à la présidence entre demain et mercredi. Pour vraiment pouvoir donc, rappeler à ces chefs de produits pourquoi ils vendent notre destination, bien entendu, mais surtout leur présenter donc, les nouveautés et continuer à renouer les liens avec eux. Donc, qu'est-ce que cette édition a de particulier ? C'est un événement donc engagé pour le tourisme durable, un événement que nous avons voulu éco-responsable. Donc, c'est l'heure du temps, bien entendu. Donc, le premier événement de Tahiti Tourisme où nous avons essayé vraiment de faire attention dans l'organisation à beaucoup d'aspects, surtout pour diminuer notre empreinte carbone. Donc, engagé d'abord pour promouvoir l'ensemble de l'industrie touristique. On ne le rappelle jamais assez, mais cet événement il a été créé pour tous les partenaires locaux et surtout pour permettre aux plus petits partenaires qui ne peuvent pas se déplacer sur les marchés internationaux pour des raisons de disponibilité et de coûts, de pouvoir eux aussi venir rencontrer ces tours opérateurs, de pouvoir eux aussi venir leur présenter leurs produits et comprendre comment ils peuvent être programmés vraiment. Donc c'était vraiment important pour nous de créer cet événement pour ces partenaires, pour qu'ils puissent eux aussi donc, avoir accès à ce réseau de distribution. Un événement engagé pour favoriser l'économie vertueuse, donc avec notre partenaire événementiel, nous avons vraiment essayé de faire appel à des partenaires locaux qui eux aussi sont engagés et qui vont utiliser des produits de saison, des produits locaux, etc. Engagé pour limiter son impact, comme je disais, donc paperless. Mesdames et messieurs, ceux qui viendront demain, vous avez reçu une communication, bien entendu, mais pas de brochure imprimée, pas de badge imprimé. On a vraiment essayé de faire au mieux. On réutilise la signalétique des années précédentes pour vraiment limiter l'impact. Et au-delà de ça, donc, tous les déchets seront pesés à la fin, recyclés, redistribués si on le peut. Et enfin, donc très important, grosse nouveauté, donc engagé pour compenser les émissions carbone. Donc pour ce faire, nous avons identifié Temana o Temana, donc une association locale qu'on ne présente plus, qui va bientôt déménager donc son centre de tortues à Tahiti. Donc on voudrait les accompagner et nous allons donc demander à tous nos invités internationaux de bien vouloir compenser
l'empreinte carbone de leur vol. Donc c'est une démarche volontaire bien entendu, mais nous espérons qu'ils vont jouer le jeu. Donc Temana Otemwana sera sur place et nous serons là aussi pour les accompagner, pour calculer donc l'empreinte carbone de chacun de nos invités. Et donc une donation sera faite en direct sur le site par ceux qui veulent participer. Les partenaires locaux qui seront là, bien entendu, n'hésitez pas, hein, vous pouvez aussi donner, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on donne rendez-vous aux partenaires inscrits dès demain pour 2 journées intenses avec donc plus de 3000 rendez-vous prévus. Nouveauté aussi et grand projet de cette année, donc notre campagne globale Treasure Every Moment in the Islands of Tahiti. Donc vous savez que déjà que tous les ans, Tahiti Tourisme lance une campagne de notoriété multimarché depuis déjà plusieurs années. Donc on avait commencé par Embraced by Mana, et la dernière campagne que nous avons déployée en 2022, donc Feel Treasure in the Islands of Tahiti. En passant pendant le Covid par Reconnect with the World, puisque Feel Treasure devait initialement être lancé en 2020, mais n'a pas pu en raison de la pandémie. Donc cette année, pour la première fois, l'agence que nous avions choisie pour déployer notre nouvelle campagne a pu se déplacer en 2022 pour venir tourner des images dans nos îles et donc proposer cette campagne que nous attendons déjà depuis quelques années. Treasure Every Moment, c'est un concept qui est vraiment centré sur les émotions que nos visiteurs peuvent ressentir quand ils viennent pendant un séjour à Tahiti et ses îles. Montrer une succession de scènes de vie à Tahiti et ses îles, d'immersion dans la vie locale, pour montrer qu'au final, venir dans nos îles, c'est avoir une émotion à chaque instant de la journée. C'est rencontrer une population, une culture, des traditions et un art de vie. C'est vraiment ressentir cette destination. Un séjour avec lequel on repart plein d'émotions et plein de souvenirs. Donc c'est aussi une campagne qui décroche un peu avec une exécution nouvelle, différente, un rythme une campagne beaucoup plus rythmée qui correspond donc à ce que l'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et je vous laisse donc découvrir la vidéo. Discover, please, where you will treasure every moment. Feel treasure in the islands of Tahiti. Donc une campagne qui continue à montrer toute la diversité de la destination, mais qui continue aussi à s'adresser à divers segments de clientèle, bien entendu, donc qui sera déployée donc au travers de vidéos sur les réseaux sociaux, mais aussi au travers de bandeaux sur tous les supports digitaux. Donc on va s'adresser bien sûr à nos aventuriers, Free Independent Traveler. On va s'adresser à ces passionnés de culture et mettre en avant plus la culture. Donc, il y aura aussi des vidéos plus courtes qui vont accompagner et qui plus thématiques qui accompagneront aussi ces bandeaux. La cible famille, bien entendu. Et enfin, on ne l'oubliera pas, des couples, la cible romance. Voilà, merci beaucoup. Et le meilleur pour la fin.
Je laisse la place à Veima Deniel, donc directrice des opérations locales. Bonjour. Bonjour. Alors, les deux actions phares que je vais vous présenter maintenant sont la structuration des comités du tourisme et la nouvelle campagne de sensibilisation tourisme inclusif et durable. Alors, les comités du tourisme, ils sont 27, un peu éparpillés dans les 5 archipels. Vous les connaissez tous, pratiquement, ou ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, j'ai envie de dire qu'ils ont le mérite d'exister. Alors, en 2022, Tahiti Tourisme a commandé une étude pour savoir où précisément se situaient les comités du tourisme. Et puis surtout, avec la stratégie FM27, c'était des relais sur lesquels on pouvait s'appuyer. Donc cette étude a montré effectivement des constats qu'ils étaient peu soutenus, du moins financièrement, qu'il y avait des lacunes dans la gestion de leur structure, dans la gestion associative en général, qu'ils avaient peu de moyens, malheureusement, des problèmes de conformité juridique, qu'ils étaient pour la plupart très isolés et heureusement qu'ils avaient cette envie d'être reconnus et de se connecter avec le pays. Cette étude donc, a aussi abouti à des préconisations et un plan de professionnalisation et de structuration de ces comités. Donc avec des moyens présentés, ce plan a été présenté au pays, qui l'a validé, et c'est Tahiti Tourisme qui a l'honneur d'accompagner cette structuration. Alors le plan d'action, c'est se donner 5 ans évidemment pour les professionnaliser. Donc 2023 sera la mise à niveau, 2024 et 2026, la formation, la professionnalisation de ces comités. Et normalement, en 2027, ils sont devenus autonomes et ils sont pérennisés dans leur statut de comité du tourisme et sont reconnus comme des structures officielles du secteur touristique. Alors, plus précisément, cette année, donc on parle de mise à niveau. Nos équipes vont se déplacer dans les îles à leur rencontre pour les préparer, préparer leurs dossiers qui seront soumis à la commission d'agrément des comités du tourisme qui va les reconnaître. Dans cette reconnaissance, il y aura 3 typologies de comités du tourisme, donc, que sont les relais de destination. Alors, pour exemple, les relais de destination concernent plutôt les comités qui se trouvent dans des îles très touristiques, comme Bora Bora, Moorea, Wainé, qui ont un local avec du personnel qui accueille, qui sont déjà bien organisés, qui font de l'assistance aux visiteurs, qui font des accueils paquebots. Il y a également des développeurs, ça concernera les îles en voie de développement touristique, et les animateurs, ça concernera plutôt les comités qui sont situés dans l'île de Tahiti. Donc, nous avons déjà un Fare Manini qui fait le travail d'assistance, d'information touristique. Donc, les comités de Tahiti auront le profil d'animateurs de réseau, d'animateurs de là. Alors, pour finir 2023, donc le projet le plan de validation de la professionnalisation des formations sera validé et pour que ça soit opérationnel en 2024. Évidemment, les moyens déployés, c'est le personnel de Tahiti Tourisme, des équipes de Tahiti Tourisme qui va sillonner toute la Polynésie, bien entendu le pays qui nous soutient financièrement et qui soutient cette professionnalisation, et Atout France qui apporte son expertise et un peu de budget également. Pour ce qui est de la campagne de sensibilisation, vous avez tous vu à Hitea les émissions qui étaient plus orientées métiers et expériences dans le secteur du tourisme.
Cette année, il y a un changement notable, un changement de concept. Ce sera des vidéos animées, de dessins animés, qui sera plus ludique, avec un personnage que vous connaissez déjà. Donc Hina va réapparaître. Vous l'avez vu dans des vidéos présentant les gestes barrières il y a quelques années. Ensuite, la nouveauté de cette année aussi, c'est que cette campagne sera orientée vers le tourisme inclusif et durable. On s'appuiera évidemment sur le Conseil mondial du tourisme durable, sur la stratégie FM27. Il y aura également un ambassadeur qui accompagnera nos équipes dans les îles à la rencontre de la population. Et puis voilà, je vous laisse découvrir le petit teaser qui a été préparé et qui sera diffusé très prochainement. Yorana Tahiti et Tona Momutu. Ohina to Uioa. Je suis heureuse de vous retrouver pour parler du tourisme durable, pilier de notre stratégie de développement touristique Arir Amanihini, Pititawatini, Pitiahurmahitu. Pourquoi s'engager vers un tourisme inclusif et durable? Pour développer un tourisme qui nous concerne tous, qui bénéficie à notre population, qui met en valeur notre culture et qui respecte notre environnement. Comment? Vous vous posez des questions? Alors suivez-moi pour trouver les réponses. Wareva! Ensemble, agissons pour un tourisme durable. L'accueil qui nous ressemble et nous rassemble. Voilà. Donc, ces petites vidéos seront diffusées sur les 2 télévisions, bien entendu. Il y aura une quinzaine de vidéos qui reposent sur les 4 piliers du tourisme durable. Voilà, merci. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de tourisme inclusif et durable. Bon, qu'est-ce que c'est, hein? C'est vrai qu'on en parle beaucoup. C'est peut-être un effet de mode. Bon, c'est vrai qu'au début, Tahiti Tourisme, quand on nous a entendu parler de cette notion de tourisme durable, on s'est dit « Waouh, c'est quoi encore cet effet de mode ?» C'est un peu comme aux États-Unis, des fois ça sort il y a 10 ans et le temps que ça arrive en Polynésie, des fois il s'est passé des choses, quoi. Ben, c'est vrai que, agréablement surpris, c'est vrai qu'on a pu remarquer qu'il y a pas mal d'initiatives en fait, publiques et privées qui ont été déjà réalisées. Merci à vous, d'ailleurs, sinon on aurait seulement la première couverture de notre dossier de presse. Bon, allez, pour vous donner quelques exemples en fait, de tourisme, enfin d'actions en termes d'initiatives, déjà publiques. On voit qu'il y a le pays qui est vraiment engagé pour préserver son patrimoine naturel et culturel. Déjà rien que le sanctuaire marin, ça fait quasiment 20 ans que ça existe. Le Rahui, c'est quelque chose de chez nous. Enfin, même avant qu'on parle de développement durable, c'était en fait dans notre sens, c'était notre manière en fait de gérer en fait déjà nos ressources naturelles. Il y a les Marais Taputapuatea, comme quoi avec le label UNESCO, on peut voir qu'en fait certains labels, c'est vraiment des choses qui peuvent aujourd'hui permettre de préserver tout ce patrimoine naturel. Les infrastructures alliant modernité, tradition et environnement. Allez faire un petit tour à Moria, vous allez voir un beau bâtiment qui justement répond à tous ces 3 critères. Nous avons aussi bien sûr d'autres projets pour la croisière. Vous avez tous entendu parler du hub de croisière. Apparemment sur le papier, il est dit que justement il y aura de la ventilation naturelle, d'un espace prévu pour tous ces artisans, 300 mètres carrés environ, et puis une récolte de la pluie. Vraiment une manière de gérer en fait tous les besoins en énergie, en déchets, justement pour avoir un impact minime sur l'environnement. Dans les initiatives privées également, on peut le voir, surtout chez les hôteliers, beaucoup de labels, beaucoup de certifications. Et justement, ces certifications aujourd'hui, ce n'est pas seulement aussi pour faire de la promotion au niveau marketing, mais c'est aussi un moyen pour vous aussi de savoir vers où vous allez, comment justement, quoi mettre en place comme programme pour justement répondre aussi à des touristes qui aujourd'hui souhaitent voyager de plus en plus responsables. Bien sûr, on peut le voir aussi, sensibiliser le personnel avant tout, pour qu'ils puissent ensuite informer et sensibiliser nos visiteurs.
on va dans un hôtel ou même autre type de pension ou d'hébergement, d'activité, on peut voir aujourd'hui justement cette démarche qui a été mise en place par vous, les professionnels, de sensibiliser vos clients une fois qu'ils sont là. N'allumez pas la clim si vous laissez la porte ouverte. Ne laissez pas couler l'eau ou prenez un bain une fois de temps en temps. Il y a la piscine juste à côté, il fait beau, profitez. Ressources naturelles. Comme je l'avais dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut le voir, il y a des politiques de gestion durable qui ont été mises en place. Déjà, heureusement, puisque sinon, il n'y aurait même plus de sashimi demain si on ne générait, il n'y avait pas de gestion durable de tout justement cette ressource naturelle. On voit aussi de plus en plus des composts, des cultures biologiques qui se mettent en place chez les petites structures comme chez les grandes. Et bien sûr, tout ce qui est énergie solaire, cette énergie renouvelable. Bien sûr, très peu encore aujourd'hui exploitée, l'énergie hydraulique également, mais c'est une piste justement sur laquelle on pourrait travailler. Un patrimoine culturel préservé. Oui, tout le monde connaît le Réveil Tahiti, tout le monde connaît la Hawaii Kinui. Ce genre d'événement aujourd'hui permet justement, non seulement pour nous, Polynésiens, de faire vivre notre culture, mais aussi de la partager avec nos touristes. Donc aujourd'hui, un touriste, on peut voir, c'est possible aujourd'hui de voyager de façon responsable. Ah là là, 10 conseils pour un séjour durable à Tahiti et ses îles. Alors les touristes aujourd'hui, oui, ils cherchent des informations. Ils disent, OK, Tahiti, je veux voyager de manière responsable, est-ce que c'est possible? Tahiti Tourisme, on a mis en place, donc en français et en anglais, sur nos sites internet, 10 conseils. C'est un peu comme tout le monde a toujours reçu un peu quelqu'un de la famille, et on lui demande, il te demande conseil. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Tahiti? Comment je peux si je veux justement voyager de manière responsable, qu'est-ce que je dois faire? Alors, 10 conseils. Déjà, vous venez en invité, vous pouvez partager et rentrer en ambassadeur. Il y a tellement de choses à vivre ici, et en général, je connais très peu de gens qui sont venus ici et qui sont repartis déçus. Adressez-vous à des agents spécialisés aujourd'hui et demain, surtout demain, où vous voyez justement les stakeholders qui pourront rencontrer ces tour opérateurs, qui pourront même après de renseigner tous ces touristes. Prenez votre temps. Il y a tellement d'îles, tellement de choses à faire, à goûter, à voir. Ici, 13 jours, c'est peut-être trop court pour visiter toutes nos îles. Donc, c'est un conseil à donner. Prenez votre temps, organisez justement votre séjour pour ne pas être déçu et repartir ambassadeur. Voyager en basse saison. En ce moment, c'est vrai qu'on a vu qu'il y a une année exceptionnelle avec une basse saison qui n'est pas si basse, puisqu'en fait, c'est presque linéaire. Tant mieux d'un côté. Mais après, Julien l'a dit, de toute façon, ça va revenir à la normale. Mais voyager en basse saison, au moins, vous pourrez avoir votre plage rien que pour vous. Sortez des sentiers battus. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire. Pas tous se retrouver au PK18 ou sinon au banc de sable. Il y a vraiment beaucoup de paysages, d'activités à faire. Déplacez-vous autrement. Otoamotu, pas besoin de voiture de location. Prenez le vélo, marchez, visitez, prenez votre temps encore une fois. Il y a tellement, vraiment beaucoup de façons de voyager aujourd'hui de manière plus responsable. Respectez la nature. Oui, on est sur une île. Aujourd'hui, c'est tout un problème, bien sûr, la gestion des déchets, la gestion des eaux usées. Mais voilà, on peut diminuer justement notre impact si on respecte la nature et qu'on fait attention à notre manière de consommer. Préserver nos ressources naturelles, je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, voilà, laisser couler aujourd'hui l'eau. Demain, c'est pas sûr qu'il y en aurait autant. Sauf en temps de pluie, bien sûr. Consommer local. Oui. Aujourd'hui, pour faire justement bénéficier de notre économie locale, on suggère de consommer local. Pas que forcément au niveau de la gastronomie, mais aussi bien sûr des produits artisanat, tout cela. D'ailleurs, quand on reçoit des amis, c'est vrai que le premier test, d'abord, c'est de faire manger le poisson cru, avant le fafarou. 10e conseil et le dernier, épouser la culture. Il y a tellement de choses à faire ici. La danse, le tressage. Des fois, il y a certains, ils épousent plus que la culture. On peut le voir. C'est peut-être les répéteurs. D'ailleurs, un an plus tard, tu les vois, ils reviennent avec une vaginée. Et on pensait qu'ils allaient juste contribuer au développement de l'économie. Des fois, ils contribuent même à l'augmentation de la population. Allez, le JSTC, Jean-Marc en a parlé. En effet, Tahiti Tourisme a donc rejoint le Conseil mondial du tourisme, donc Global Sustainable Tourism Council, depuis l'année dernière. En fait, c'est quoi JSTC? On entend parler beaucoup. En fait, c'est déjà une ONG internationale qui a mis en place un référentiel de standards, de critères du tourisme durable. Donc en gros, tout professionnel, destination, tour opérateur, hôtelier, aujourd'hui justement qui ne sait pas vers où aller, comment s'y prendre,
la première étape justement pour aller vers ce long chemin, le GSTC peut justement guider ces personnes-là. D'ailleurs, quelles sont leurs missions? C'est un agent un peu du changement du voyage. Ils sont là un peu pour parler de tourisme durable. Mais tourisme durable, c'est vrai que des fois, pour certains, c'est une notion un peu abstraite. On se demande développement durable, écologie, protection de l'environnement. Mais en fait, un peu tout ça, ça fait partie du tourisme durable. Après, justement, ils sont là un peu pour favoriser ces connaissances. C'est un comité qui organise des formations, comme je l'ai marqué ici, mais aussi, justement, des conférences pour en parler et partager. Là, le plus important, c'est vraiment comprendre c'est quoi le tourisme durable, le partager et adopter les bonnes pratiques grâce à ces formations et ces conférences. Donc, dernier point, c'est aussi les accréditations. Comme je l'ai dit plus tôt dans le dossier de presse, il y a pas mal déjà d'entre vous, ça fait un petit moment où vous êtes certifiés, mais pour les nouveaux qui ne connaissent pas tout justement ce levier-là, aujourd'hui, les certifications, les labels, il y en a tellement qu'on ne sait pas où regarder. Le GSTC, justement, peut recommander. Ils ont une liste, de manière objective, ils ont justement vérifié toutes ces certifications et ils peuvent le dire de manière objective, si c'est un peu ce genre de certification de label qui correspond à votre activité, on vous conseille celui-là. Et puis, bien sûr, dans les îles du Pacifique, il faut être soudé. La montée des eaux, le changement climatique a un certain impact sur nous. Donc aujourd'hui, s'il y a plus de Tuamotu, c'est 4 archipels seulement. Alors bien sûr, il y a une collaboration qui a été mise en place, South Pacific Tourism Organization, dont nous faisons partie également en tant que membres. Il y a peu de temps, ils ont commencé justement à dessiner leurs standards, leurs critères, qui sont justement basés sur le GSTC. Donc c'est un peu une bonne nouvelle. On peut voir qu'on n'est pas tout seul. Il y a aussi nos voisins du Pacifique qui sont là pour nous aider. Dernier point, Action en Tahiti Tourisme, c'est un des critères justement aussi du GSTC. Le premier critère, le système de gestion. Le système de gestion, justement, aujourd'hui permet aux professionnels, destinations, d'avoir une bonne gouvernance. Et pour avoir une bonne gouvernance, il faut donc mettre en place un collège du tourisme durable. Mais bon, avoir une gouvernance, ça ne suffit pas tout simplement. Aujourd'hui, le GSTC, il permet aussi, pour nous en tant que destination, de faire une évaluation, savoir ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui est déjà fait. Et justement, grâce à cela, on pourra justement savoir et mettre en place un plan d'action. Un plan d'action, forcément, certains ils vont dire sur le tourisme, j'espère que la stratégie ne va pas être trop slow non plus. Maintenant, il y a des actions qui peuvent être mises en place à court terme. Des exemples, campagne de sensibilisation de la population locale et des professionnels au tourisme. Oui, c'est assez facile, on peut mettre ça en place. Par exemple, tout à l'heure, il y a la pause café, il y a des viennoiseries. Un des critères du GSTC, justement, c'est waste management, la gestion des déchets. Là, je vous invite à manger tous les croissants qu'il y a. Comme ça, plus de déchets. Vous avez vu, c'est assez rapide. Critère 1, check. Travailler avec les comités du tourisme et les professionnels. On est là pour les aider. Et ils sont là aussi également pour diffuser notre stratégie, être plus proche de la population. Bien sûr, la population locale, on ne peut pas développer un tourisme sans justement avoir le soutien aussi de la population et des professionnels. Donc aujourd'hui, c'est vraiment très important de travailler avec vous, de travailler avec les professionnels et de travailler aussi également avec le pays. Éduquer nos visiteurs. Vous avez vu, il y a les 10 conseils. Avant le fafarou, il y a le poisson cru. Non, éduquer nos visiteurs, ça peut être aussi également fait par un pledge. Un pledge, c'est quoi? Pour vous citer, c'est un peu une déclaration sur l'honneur. D'ailleurs, un exemple, il y a Palau, une destination très connue dans le monde de la plongée. Eux, ils ont mis en place justement ce programme-là, programme Pledge, où chaque visiteur qui arrive chez eux, il déclare sur l'honneur de respecter, un peu comme les 10 commandements, ne pas polluer, respecter la nature, la faune, la flore, ne pas piétiner justement les coraux et vraiment diminuer leur impact néfaste qu'ils pourraient avoir sur la destination du fait qu'ils la visitent. Aujourd'hui, c'est une piste justement sur laquelle on peut travailler. Moyen terme, réalisation d'un bilan de gaz à effet de serre de l'industrie touristique. Ça pourrait nous donner une bonne base. On sait justement aujourd'hui qu'on peut venir en Polynésie, il n'y a pas 36 000 façons de venir à part l'avion, bien sûr. Mais aujourd'hui, pour le quantifier, ce serait pas mal de faire justement un bilan de toute ce bilan carbone en fait, de notre industrie, savoir d'où on est pour mieux avancer. La réflexion sur une certification pour les professionnels. Marketing, c'est vrai que c'est pas mal d'en avoir ça. C'est une belle promotion et surtout pour nous-mêmes, c'est de nous tenir à un sort de cahier de charge, justement pour être sûr qu'aujourd'hui on a le label
mais c'est quelque chose qui n'est pas à vie. C'est un peu comme une vie de couple. Hein. Au début, elle est là, mais l'année prochaine, hein. Non, voilà. Il faut toujours entretenir, ce que je veux dire, cette relation avec la certification. Hein. Au long terme, dernier exemple. Là, par contre, c'est vrai que c'est quelque chose de très, très difficile à mettre en place. Ça prend du temps. La gestion des ressources naturelles, l'eau, les déchets, c'est vraiment une grosse problématique. Tout ce qui est aussi gestion de l'énergie. Aujourd'hui, on dépend beaucoup de l'énergie fossile. Et bien sûr, forcément, ça contribue énormément au réchauffement climatique et à ce bilan carbone qui peut être assez élevé par rapport à d'autres destinations. Donc voilà, de manière générale, c'est un peu une ligne de conduite sur laquelle on pourrait mener, nous, professionnels, ce collège du tourisme et nous, Tahiti Tourisme. Nous, en tant que Tahiti Tourisme, on est là des professionnels de la communication et de la promotion. Donc forcément, tout le long de cette aventure, hein, il faudra adapter notre manière de communiquer, montrer cette évolution. On a un réseau de professionnels, un réseau de RP, et aujourd'hui, on l'espère, arriver à notre vision qui est justement devenir une destination slow tourisme, une destination durable et inclusive. C'est la fin de ma présentation. Il vous reste 4 minutes avant la pause café. Je vais vous présenter une petite vidéo qui est là, qui va justement résumer un peu tout ce que je viens de dire. Enfin, si elle est là. Hein. C'est un peu les différentes actions qui ont été mises en place, les différentes initiatives également, et aussi ce que le GSTC et les 4 critères qu'ils ont mis en place peut apporter à notre tourisme, à notre destination. Voilà. Papa, j'ai pas envie qu'à Tahiti ça devienne comme ça. T'inquiète mon fils, on a de la chance à Tahiti. Nous n'avons pas encore ça. C'est vrai que le tourisme est très important pour nous. Il y a beaucoup de familles qui vivent grâce au tourisme et on doit être fiers de faire connaître notre phénomène. D'ailleurs, qu'est-ce que ta maman te dit quand tu reçois un bon cadeau? Qu'il faut le partager. Eh bien, regarde. E hoa tatou. Mai te peu e vai no tatou I roto I tatou hiro atumu, e whaaora tatou I tatou hiro atumu, e ora hoi tatou I roto I te whaari a manihini, e promoho. On peut aborder le tourisme durable de plusieurs façons. En ce qui concerne Tahiti Tourisme, on se réfère aux critères du Conseil mondial du tourisme durable. GSTC is the Global Sustainable Tourism Council, so we define sustainability very broadly to include environmental issues, social issues, and community issues, culture, and good governance. Marina Manhini, c'est le nom qui a été donné à la nouvelle stratégie du tourisme de la Polynésie pour la période 2022 à 2027. La grande particularité de cette mission, c'est d'élaborer cette nouvelle stratégie à partir de l'avis de tous les Polynésiens. Le gouvernement de la Polynésie française ambitionne de faire inscrire l'archipel des îles Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'équipe projet a donc consulté la population. Ils veulent absolument éviter un tourisme de masse qui ne soit pas en adéquation en fait, avec les valeurs marquisiennes. L'ambition, c'est d'être une destination responsable qui privilégie la qualité à la quantité. Et c'est pour cela que d'ailleurs, dans la stratégie FF27, on a intégré des principes comme un seuil de 280 000 touristes d'ici 2027, ou autrement dit, un ratio d'un touriste par habitant. À chaque escale de la nuit sur les Marquises, il y a une effervescence. Il y a les prestataires, les artisans, les danseurs, les restaurateurs. Grâce à cette activité touristique, ces habitants des îles, même les plus éloignés, peuvent vivre de cette activité. On va avoir une stratégie RSE qui s'appelle WeCare. Pour les touristes, on se rend compte au fur et à mesure que, en effet, le fait qu'on fasse attention au développement durable, ça compte de plus en plus. On est obligé de s'adapter à ça de tous les cas parce que c'est une demande réelle. La quasi-totalité des personnes qui travaillent au Phare et Natura sont des jeunes qui sont issus des quartiers prioritaires et qu'on va finalement essayer d'amener jusqu'à un niveau de compétences qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir se faire recruter par les autres prestataires touristiques de Montréal. L'expérience que j'offre à travers mon tour, c'est vraiment de s'arrêter avec les pêcheurs, les petits stands de fruits avec les mamans. Ce que tu vois avec ça, on injecte des sous directement dans l'économie locale de tous les jours. C'est ça qui fait la destination, c'est les gens que tu rencontres à chaque endroit sur chaque île. So maybe like over there.
Yorana, are you looking for something? Yorana, hi. Yeah, we're looking for a fun spot to surf, but we don't know where to go. Oh, there's a fun surf spot over there. Oh, okay. My son and I were about to go. Do you guys want to come? Yeah, that would be awesome. Amazing. Let's go then. Thanks. Le tourisme, c'est vraiment top pour nous. Mais attention à notre fénois et à nos Tahiti. Fa'arir Amanihini, l'accueil qui nous ressemble et nous rassemble. Voilà, c'est le début de notre campagne de sensibilisation avec ce petit spot que vous allez voir un peu partout. Et ce n'est que le début. Le tourisme durable, vous allez en entendre parler, mais alors ça va vous sortir des oreilles. Il me reste à remercier Vahere, Gina, Vaima et Fred. Fred, tu me diras ce que tu as bu au petit déjeuner, parce que ça m'intéresse. On va marquer une petite pause de 15 minutes, on est exactement à l'heure. Et surtout, revenez, puisque juste derrière, on a donc Dr David Hermen qui sera là, qui va probablement faire la session la plus intéressante de la matinée. Merci beaucoup.